Donald Trump va-t-il mettre ses menaces à exécution la nuit prochaine? Faute d'accord avec l'Iran, d'ici 2 heures du matin, heure française, le pays sera anéanti, assure le président américain. Every bridge in Iran will be decimated. Every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. And it'll happen over a period of 4 hours. Sans attendre l'échéance de l'ultimatum, d'intenses frappes américano-israéliennes ont été menées aujourd'hui, notamment sur des ponts et sur l'île de Karg, point névralgique de l'industrie pétrolière iranienne dans le Golfe. Téhéran menace de mener à son tour des actions qui priveront les États-Unis et leurs alliés de pétrole et de gaz pendant des années. Mais quel crédit accorder à Donald Trump? Depuis des jours, il dit tout et son contraire. Il y a de bonnes chances de parvenir à un accord. Dans un style bien à lui. Ouvrez le putain de détroit, espèce de taré, où vous vivrez l'enfer. Vous allez voir, gloire à Allah. Une surenchère et une violence verbale condamnée par l'opposition démocrate qui s'interroge sur la santé mentale de Donald Trump. Le président des États-Unis déblatère comme un tétraqué sur les réseaux sociaux. Des démocrates vont jusqu'à suggérer au gouvernement d'invoquer le 25e amendement de la Constitution qui permet de déclarer un président inapte à exercer ses fonctions. Même dans les rangs républicains, des voix s'élèvent. Cet ancien allié du président appelle son parti à ouvrir les yeux. Il est devenu fou et vous êtes tous complices. Alors, folie furieuse ou fuite en avant? Jusqu'où Donald Trump peut-il aller dans la surenchère? Les négociations menées par Oman, le Pakistan et l'Égypte peuvent-elles sortir toute la région de l'impasse? Nos 3 invités pour ce débat, Gérald Olivier, bonsoir, journaliste franco-américain, dernier essai paru Cover Up, le clan Biden, l'Amérique et l'État profond. Selon vous, Donald Trump est le seul à véritablement agir pour mettre un terme définitif à l'action nuisible de l'Iran. Il a, ajoutez-vous, l'intelligence d'utiliser le langage des mollahs pour montrer qu'il ira au bout de ses objectifs militaires. À côté de vous, Amy Green, bonsoir, politologue, spécialiste de la politique des États-Unis. Vous enseignez à Sciences Po Paris, votre dernier essai, l'Amérique face à ses fractures. Selon vous, le président des États-Unis, Donald Trump, sort totalement du cadre, que ce soit du droit international américain ou du cadre moral. Et vous ajoutez, il y a une surenchère presque viriliste qui pourrait avoir un coût électoral élevé pour les Républicains. Vous pensez aux élections de demi-mandat qui auront lieu en novembre prochain. Et Karim Émile Bittard, bonsoir. Vous êtes professeur associé à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Vous enseignez aussi à Sciences Po Paris. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient. J'ajoute que vous êtes franco-libano-canadien, vous avez 3 nationalités, et selon vous, Donald Trump adore les ultimatums, mais c'est une mauvaise stratégie de négociation. Les Iraniens détestent cette méthode, que ce soit du côté du régime ou de la population. Vous ajoutez, cela pourrait paradoxalement finir par les ressouder leur nationalisme. Et on démarre avec l'ultimatum du jour. C'est celui donc adressé par Donald Trump à l'Iran et qui se termine ce soir minuit, soit 2 heures du matin chez nous. Faute d'accord avec les dirigeants iraniens, le président américain a menacé aujourd'hui même l'Iran d'un anéantissement total. Une civilisation entière va mourir ce soir, a-t-il écrit donc sur sa plateforme Truth Social à quelques heures de l'expiration donc de cet ultimatum, ajoutant « Je ne veux pas que cela se produise ». Mais ce sera probablement le cas. Gérald Olivier, ces paroles seront forcément suivies des faits dévastateurs ou avec Donald Trump, vous-même, vous distinguez les paroles et les actes? Alors, il faut toujours distinguer les paroles de l'acte, mais il faut surtout regarder l'intention. Ce qui est déterminant aussi, c'est que ce que Donald Trump essaye de vous dire, c'est qu'il ira au bout de ses objectifs. Quels sont ses objectifs? Faire en sorte que l'Iran ne soit plus une menace ni pour la région, ni pour Israël, ni pour les États-Unis, et cesse de financer le terrorisme autour de lui. Que le programme iranien soit abandonné une fois pour toutes, que le programme balistique soit conclu. Nucléaire. Le programme nucléaire, pardon, excusez-moi. Le programme nucléaire soit abandonné une fois pour toutes, que le programme balistique soit sous contrôle. C'est ce qu'il veut. Il a militairement obtenu ses objectifs. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, le conflit a évolué dans 2 directions. La première, c'est la direction économique, parce qu'il y a un chantage exercé par l'Iran sur le détroit d'Ormuz. Et la deuxième, c'est une direction politique, parce qu'il y a toujours une incertitude sur ce qui arrivera
après les bombardements. Ce que Donald Trump souhaiterait, et ce qu'il exprime très clairement dans ses tweets, même s'il le fait violemment, c'est que le régime vienne à sa raison, reconnaisse sa défaite et qu'on passe à autre chose. Karim Bitar, c'est vrai que ces mots sont quand même assez forts, enfoirés. En même temps, on nous dit, chez les partisans de Trump, vous voyez, il parle comme l'adversaire, il utilise les mêmes mots, la même sémantique. C'est comme ça qu'il faut leur parler. Est-ce qu'il y a des cas similaires dans l'histoire américaine ou pas ? Est-ce que c'est une diplomatie qui peut marcher ? Il y avait un président au 19e siècle dont Trump s'est inspiré, qui s'appelait Andrew Jackson, qui utilisait un vocabulaire fleuri. Mais en l'occurrence, il ne s'exprime pas vraiment comme les Iraniens, car les Iraniens ont tous les défauts de la terre. Ce régime iranien, il va au-delà. Il n'a pas dit qu'il voulait anéantir le régime iranien. Il parle d'une civilisation plurimillénaire. Quand on lui a dit « mais vous êtes en train d'annoncer des crimes de guerre », il dit « mais ce sont des animaux ». On est dans une déshumanisation totale et cette rhétorique pourrait au contraire finir par lui nuire. Il risque de devenir otage de cette propre escalade verbale pour pouvoir toujours montrer qu'il est capable de passer à l'acte, qu'il ne va pas perdre la face, et c'est cela qui est le plus à craindre aujourd'hui. Amy Green, comment vous expliquez ce recours à cette sémantique-là ? C'est Donald Trump en même temps, que ce soit l'Iran ou d'autres dossiers. Ce n'est pas une nouveauté, non ? Il s'exprime comme il est, comme les Américains aussi l'entendent. C'est une stratégie, ça peut être une stratégie finalement de négociation en quelque sorte. C'est-à-dire que le président, il va pousser très 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 loin. Et là, au moment où ça devient vraiment critique, vous pensez qu'il va peut-être reculer, revenir à la raison. Et en fait, il ajoute de la surenchère contre toute attente. Et ce qu'il espère à chaque fois, c'est que son adversaire, ou en tout cas celui face à lui, arrive le plus proche possible de son point de vue. Donc ça peut être effectivement une stratégie, sauf que là, on se pose la question de prendre au sérieux ou simplement les propos du président ou simplement comme un langage fleuri ou des tics d'expression. Sauf que derrière, il engage l'extrême, c'est-à-dire l'arme nucléaire. Il parle effectivement dans ce discours civilisationnel. Donc il dépasse toute borne finalement du pouvoir, de l'utilisation du pouvoir normatif qu'on a l'habitude de voir. Et effectivement, ça pourrait revenir à une forme d'échec. C'est-à-dire que si vous devrez ajouter de la surenchère à la surenchère et vous n'avez pas d'autre sortie, ça montre que vous épuisez les outils à votre disposition. Il ne vous reste que ça, finalement. On va évoquer avec vous trois et avec Anna l'entourage de Donald Trump, en l'occurrence celui qui s'auto-définit comme le ministre de la guerre, Pete Hegseth. Oui, Pete Hegseth, 45 ans, secrétaire d'État à la Défense. Il est connu, lui aussi, pour sa communication agressive, qu'il débite sans filtre à chaque conférence de presse. Sa devise du moment au sujet de la guerre en cours, c'est traquer, démanteler, démoraliser, détruire et vaincre. C'est lui aussi qui déclarait tout feu, tout flamme au début du mois de mars. L'Amérique est en train de gagner de manière décisive, dévastatrice et sans pitié. C'est un ancien animateur de la chaîne conservatrice Fox News, ancien soldat en Afghanistan, en Irak, mais il est aussi connu pour ses positions masculinistes, racistes, misogynes, et on sait qu'il a une proximité assumée avec des intégristes chrétiens. D'ailleurs, il a instauré une prière mensuelle au sein de l'armée qui, selon certains soldats, est contraire à la Constitution. Et puis, d'autre part, il fait régulièrement le ménage dans les rangs de l'armée. La semaine dernière, il a limogé plusieurs hauts gradés de l'armée de terre, dont le chef d'état-major Randy George, et rappelé qu'il choisissait, je le cite, les chefs qu'il veut pour diriger l'armée au plus grand budget du monde, des agissements qui inquiètent au plus haut point les démocrates. Et d'ailleurs, une élue de la Chambre des représentants qui s'appelle Yasmine Ansari, d'origine iranienne, est en train de lancer une procédure de destitution de Pete Hegseth pour mise en danger délibérée de militaires américains et crimes de guerre répétés en Iran. Gérald Olivier, quand on a un secrétaire à la défense qui est controversé avec une attitude plutôt belliciste, forcément ça alimente la surenchère de Donald Trump ? Alors, Pete Hegseth est certainement un fan de Donald Trump et il a été choisi à ce poste pour sa proximité avec Donald Trump. C'est quelqu'un, comme vous dites, qui est passé par l'armée, il est passé par les Marines, c'est un patriote indiscutable. C'est surtout quelqu'un qui s'est toujours opposé aux fameuses politiques menées par les démocrates pendant longtemps, qui étaient les politiques de DEI, comme on dit, d'inclusion, diversité et d'équité, et qui pour lui allaient à l'encontre de l'objectif réel de l'armée américaine, qui est de mener des actions de combat et des actions de sauvetage comme celle à laquelle on a assisté ce week-end de manière impeccable. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le pilote qui a été récupéré en Iran. Voilà, les deux pilotes, parce qu'en fait, il y en a eu deux en 3 jours. Et donc, il estime que le rôle de l'armée, c'est ça,
Un, c'est de combattre. Deux, c'est de protéger ses propres troupes. On ne laisse personne derrière. À partir de là, il a un langage qui est un petit peu châtié, qui est un petit peu, comment dirais-je, schématique comme beaucoup. C'est un euphémisme, hein. Comment ? On dit un langage peu châtié. Il a le langage des militaires, c'est-à-dire il a un langage où il va à l'essentiel et on ne peut pas tellement passer à côté de Mais il est quand même de ce qu'il a envie controversé de au dire. sein même de l'armée. Qui, au sein de l'administration Trump, n'est pas controversé. Au passage, ministre de la guerre, c'est pas sa décision, hein, c'est celle de Trump. Oui. Amy Green, aux États-Unis, plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer un problème de santé mentale, carrément, du président américain, dont, par exemple, Chris Murphy, républicain, qui dit « Si j'étais membre du gouvernement Trump, je ne passerais pas qu'à appeler des constitutionnalistes pour parler du 25e amendement qui permettrait une destitution. » Mais très peu probable. On en est là vraiment ou pas? Oui, Chris Murphy, c'est un démocrate qui est assez Pardon, critique. démocrate, Je vous en prie, à l'égard de la politique étrangère de Donald Trump, il trouve ce créneau dans la politique étrangère. Effectivement, on est dans de l'inédit. Vraiment, c'est des hypothèses qu'on n'a jamais eu vraiment à considérer. Mais effectivement, on a eu des déclarations de psychologues qui fassent une sorte de diagnostic sans connaître personnellement Donald Trump. Donc, on a eu ce genre de sortie dans la presse qui évoque la santé mentale du président. Pour l'instant, et votre reportage l'a bien montré, cette question-là, ce débat existe vraiment dans les cercles démocrates avec quelques aigris ou frustrés ou personnes en colère dans le mégasphère, dont Marjorie Taylor Greene. Mais globalement, c'est une présidence qui peut choquer, qui choque les Américains. D'ailleurs, ça en témoigne par les taux d'approbation de Trump. Mais globalement, c'est un sujet qui ne rentre pas dans le débat politique de façon opérationnelle aujourd'hui. Ça vous choque qu'il y ait ce débat? Parce que, sans parler de ses opposants, quand on prend, par exemple, les propos de Suzy Wiles, qui est chef de cabinet de Trump, qui est toujours à la Maison-Blanche, et qui a accordé des interviews à Vanity Fair, et qui a parlé à propos de Trump qu'elle connaît très bien, et dont elle a la confiance, de personnalité d'alcoolique. Oui, mais ce propos, il a été totalement détourné. C'est très bien que vous le citiez. Pourquoi est-ce qu'elle a parlé de personnalité d'alcoolique? Parce qu'elle avait un père alcoolique. Et il a vu que sous l'emprise de l'alcool, c'est quelqu'un qui sentait que ses limites, il n'avait plus de limites, il était capable d'aller au bout de ses sentiments. Et ce que Suzy Wiles cherchait à dire, c'est que Donald Trump a des objectifs et qu'il a une personnalité pour aller au bout de ses objectifs. C'est extrêmement important. Ça, c'est la vision positive. Elle aussi parlait de J.D. Vance en parlant de manière positive et ça a été détourné. Voilà. Mais l'idée, c'est que Donald Trump estime qu'il est à la Maison-Blanche, il a un mandat de 4 ans, il a des problèmes à résoudre et il va les résoudre. Il aurait été beaucoup plus facile, au passage, vis-à-vis de l'Iran, de ne rien faire. C'est ce que tous les prédécesseurs ont fait. Karim-Émile Bittin. Ce n'est pas tant l'alcoolisme qui m'inquiète. Churchill commençait à boire très tôt le matin. Hitler était complètement sobre. Ce qui m'inquiète plus, c'est le portrait de Pete Hegseth qui a été dressé, qui est tout à fait exact. Ce à quoi il faudrait ajouter qu'il a écrit un livre qui s'appelle Croisade américaine, qu'il porte des tatouages rappelant la première et la deuxième croisade, que sa propre mère a dit qu'elle avait honte parce qu'il avait exercé des violences sexistes et sexuelles, et qu'il a en effet imposé dans l'armée américaine sa vision du christianisme. Ils ont été jusqu'à interdire la messe du vendredi saint aux catholiques. Donc on est véritablement dans une logique de religiosité exacerbée, alors qu'il ne faut pas mettre ça sur le compte d'une excentricité américaine. L'un des pères fondateurs, Thomas Jefferson, disait il faut qu'il y ait un mur d'acier entre la politique et la religion. Aujourd'hui, nous sommes dans des délires messianistes aux États-Unis qui ne sont pas sans rappeler, curieusement, les délires messianistes iraniens. Alors, on parlait de surenchère des mots. Il y a maintenant aussi la question de la surenchère éventuelle dans les cibles, Amy Green. Certains parlent de potentiels crimes de guerre dans ce qu'entend faire Donald Trump dans la destruction de ponts, notamment, qui ont commencé dès aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est une qualification qui peut être entendable? Parce que les Américains et les dirigeants américains disent mais il se passe exactement la même chose du côté iranien. Mais la qualification sur le droit international n'a pas aujourd'hui de caractère à bouger le curseur dans la politique américaine. C'est-à-dire que l'administration Trump a décidé de faire ce qu'elle a envie de faire. C'est-à-dire qu'on saura cette nuit, mais J.D. Vance en Hongrie aujourd'hui a laissé comprendre qu'il y avait des négociations qui se passaient en parallèle, discrètement. Mais finalement, Donald Trump est un président qui se méfie, et ça, ce serait déjà fort comme qualification du droit international. C'est quelqu'un qui s'affranchit complètement. C'est-à-dire qu'il considère, et
lui-même, il a dit que sa propre moralité était la seule chose, la seule boussole qui pourrait le contraindre. Donc à partir de là, on voit que très bien dans l'administration, il n'y a pas nécessairement intérêt du droit international. Et puis face à cela, il y a l'opposition démocrate ou indépendante dans l'échiquier politique américain. Et tout simplement, aujourd'hui, ce ne sont pas des forces qui ont des pouvoirs structurants pour pouvoir agir en ce sens-là. Peut-être au mois de novembre, si les démocrates reprennent... Lors des élections de mi-mandat. Hein, absolument. S'ils reprennent le contrôle du Congrès, avec cela viendraient les présidences des commissions de pouvoir d'enquête. Et peut-être là, on verrait des comptes à rendre, des auditions, peut-être un procès de destitution. Mais aujourd'hui, globalement, l'argument du droit international n'a aucun poids sur la décision de l'administration. Alors, vous allez réagir, mais on va se servir d'une archive pour alimenter justement le débat à propos du fait de viser des cibles civiles et donc passibles de la dénomination de crime de guerre. C'est pas la première fois que les Américains le feraient. Ils l'ont déjà fait en 91. Lors de la première guerre du Golfe, les Américains avaient bombardé un abri à Bagdad en tuant des dizaines, voire des centaines de civils. Février 91. Dans la cour de cet hôpital de Bagdad, une quarantaine de cadavres carbonisés. Hommes, femmes, enfants qui viennent d'être retirés des décombres d'un abri civil dans le quartier résidentiel d'Al-Amriya. Il était 4 heures ce matin à Bagdad. 2 bombes ou missiles de forte puissance ont frappé le toit de ce bâtiment. L'une des charges a percé la chape de béton épaisse d'1,50 m. Selon des journalistes occidentaux, ce bâtiment, construit en 1984, était un complexe immobilier avec mosquée, école et commerce, qui abritait également l'un des rares abris civils de la capitale irakienne. 20 journalistes occidentaux, amenés sur place par les autorités irakiennes, ont dénombré au total une 50aine de cadavres. Mais les autorités irakiennes, elles, parlent de 400 victimes et de seulement 8 survivants. On voit que cette accusation de crime de guerre n'est pas nouvelle, Gérald Olivier. Pourquoi vous l'excluez dans ce cas-là, dans ce que va faire Donald Trump dans les heures à venir? Écoutez, ce qui est irritant dans cette histoire, c'est que vous avez un adversaire dont la stratégie consiste à pratiquer des crimes de guerre en permanence. Et vous avez des États-Unis, et c'est vrai également pour Israël, qui ciblent en évitant au maximum les victimes civiles. Depuis que le conflit actuel a commencé depuis le 28 février, l'Iran tire de manière indiscriminée sur Tel Aviv, sur des quartiers résidentiels en Israël, sur des hôtels à Dubaï. On ne parle pas de crimes de guerre, et pourtant ça en est. Depuis le début du conflit, il menace les navires civils qui essayent de traverser le détroit d'Ormuz. Ce n'est pas un crime de guerre, mais c'est une violation du droit international. Là, ce que les États-Unis disent et ce que Donald Trump dit, c'est qu'ils vont viser des sites qui sont stratégiques à double usage. Un pont peut avoir un usage militaire, ça peut permettre... Civil. Et civil et autres. Une centrale électrique peut avoir un usage civil et militaire. Je remarque une chose, si vous avez regardé ce qui s'est dit récemment en Iran, les dirigeants appellent la population à venir près des centrales électriques pour servir de bouclier humain. Et c'est pas un crime de guerre, ça? Et c'est pas une honte? On a d'un côté un régime qui essaye de mettre sa population en avant pour protéger ses infrastructures et d'autres qui se défendent pour protéger les civils. C'est quand même invraisemblable. Que le régime iranien ait commis des crimes de guerre depuis 47 ans, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Mais que l'on vienne à dire qu'Israël et les États-Unis font tout pour éviter les victimes civiles, les familles des 70 000 victimes de Gaza ne seront pas d'accord avec vous. Ensuite, quand il s'agit de ces cibles à double usage, militaire et civil, le droit international considère que c'est des crimes de guerre, qu'on ne peut pas les attaquer impunément. Un certain nombre de crimes de guerre ont déjà été commis au Vietnam, en Irak, mais là, c'est la première fois qu'on les annonce ouvertement et de façon tout à fait décomplexée. Et le régime iranien est un régime théocratique, despotique, ne prétend pas incarner le monde libre et porter des valeurs civilisationnelles. A fortiori, quand ils disent « on brûlera la région », si Donald Trump fait ce qu'il dit qu'il fera. Exactement. Ça veut dire quoi, brûler la région? Ce qui me dérange un peu en Occident, c'est que certains nous disent, parce que ce régime est complètement dépravé, nous devons agir, nous aussi, de façon dépravée. C'est au contraire en étant fidèles à nos valeurs et en ne faisant pas de 2 poids et 2 mesures que nous pourrons être crédibles face à M. Poutine, face aux Chinois, face aux Iraniens et face à tous les autres. Moi, j'appelle pas ça agir de façon dépravée. On a un conflit qui dure depuis un mois avec un régime qui militairement est totalement détruit et qui pourtant continue de résister par d'autres moyens qu'ils peuvent. Là, les Américains essayent de convaincre le régime que pour sa survie et pour l'intérêt du pays et pour la survie du pays, il vaut mieux une reddition inconditionnelle. En l'absence de ça, on continue les bombardements.
Émile Green, il se posait la question alors d'une sortie de crise, même si elle paraît très hypothétique à l'heure où nous parlons. Est-ce que Donald Trump peut être quand même sensible réellement aux efforts diplomatiques, puisque le Pakistan dit ce soir, les efforts positifs et constructifs déployés par le Pakistan pour mettre fin à la guerre approchent d'une étape critique et délicate. Entre autres mots, c'est de plus en plus compliqué d'imaginer quelque chose qui soit pacifiste et pacifié. Oui, effectivement, le mot surenchère me paraît la bonne qualification, c'est-à-dire qu'on est dans une escalade en permanence et bien que quelques objectifs de l'administration Trump dans cette guerre soient annoncés sur le plateau ce soir, c'est même plus de clarté que l'administration a donné auprès du peuple américain, auprès du Congrès. Donc finalement, on a des prétextes de guerre qui ne cessent de changer depuis le début de l'intervention. Victoire déclarée plusieurs fois par semaine, mais en même temps, on se retrouve toujours dans une situation de menace contre la civilisation iranienne. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y avait des négociations qui ont commencé, débuté avant le début des hostilités. Il y a aussi un track parallèle qui est en train de s'organiser, de se passer, sans nécessairement une issue claire qui va en sortir. Mais on avait vu aussi par le passé le langage effectivement très agressif du président Trump avec des sorties un peu discrètes et paisibles derrière. Donc ça pourrait être également le cas ce soir. Gérald Olivier, est-ce que ces menaces, ces insultes, c'est une manière pour Donald Trump de chercher une porte de sortie? Et si oui, laquelle? Est-ce que pour lui, un échec est impossible? Tout dépend sur quel plan on se place. Militairement, il est évident que les Américains ont gagné et ils ont fait une démonstration de leur force et de la supériorité de leurs renseignements, de leur équipement et je dirais de la capacité de leurs soldats. Ça, c'est indéniable. Maintenant, politiquement, la conclusion n'est pas arrivée et économiquement, on a un problème. Et en vérité, c'est pour ça que les Américains continuent d'être sur place. Si ce soir, vous avez 3 options en vérité. Donald Trump pourrait décider de ne rien faire. J'y crois pas, personne n'y croit. Il pourrait décider de frapper, comme ils ont déjà commencé de le faire. Massivement ou pas, on le verra. Et puis, vous pourrez avoir une mini porte de sortie où on repousse le deadline, on repousse l'ultimatum, parce que quelque part, dans les négociations, il y a eu une ouverture qui s'est produite. Ce qui reste probable. Feu, par exemple, mais encore une fois, ce sont les Iraniens qui possèdent les cartes. C'est eux qui peuvent stopper ce combat immédiatement, simplement en admettant les conditions américaines. Karim Emile Bitar, à propos des Iraniens et de leurs cartes diplomatiques et peut-être même symboliques, on a appris l'arrivée demain à Paris de Cécile Collère et Jacques Paris, les 2 enseignants français qui avaient été retenus pour accusation d'espionnage en Iran pendant plus de 3 ans et qui vont arriver, qui ont été libérés. Est-ce que c'est un coup de maître de la part des Iraniens qui les ont laissés quitter le sol iranien, même s'ils étaient retenus à l'ambassade de France? Certainement, ça rappelle aussi que cette diplomatie des otages, il la pratique depuis les années 1980, Jean-Paul Kaufmann, Michel Seurat, etc. Reste à savoir quelle a été la monnaie d'échange. Leur communiqué dit que la France s'est engagée à libérer Madame Esfandiari, qui est une sorte d'activiste proche des milieux d'extrême droite et proche du régime iranien. Mais en tout cas, les Iraniens sont assez habiles pour essayer de jouer sur ce clivage qui commence à apparaître et qui est de plus en plus flagrant plutôt entre l'Europe et les États-Unis. Olivier, là-dessus, est-ce que vous pensez que c'est un coup diplomatique pour aussi désunir les Occidentaux sur cette guerre? Ils ne sont déjà pas d'accord? Non, je ne pense pas. Par contre, je pense que ça peut expliquer le comportement du président Macron depuis le début de cette crise. Parce qu'il a quand même eu une attitude extrêmement consignante vis-à-vis de l'Iran. Or, la nature du régime iranien, personne ne la conteste ici. Donc, s'il y avait des discussions en cours pour la libération de ces 2 personnes, on peut imaginer qu'il ait eu un langage un petit peu plus contrôlé et conciliant. On verra quelle est son attitude désormais. Merci, c'était le mot de la fin pour ce débat. Merci à tous les 3 d'être venus nous éclairer.